cette nouvelle vidéo de DM Expert, je vais vous présenter en 15 minutes environ l'essentiel de ce que vous devez absolument savoir concernant le nouveau règlement sur les dispositifs médicaux. Règlement sur les dispositifs médicaux, l'essentiel en 15 minutes. Dans cette présentation, nous allons passer en revue les points clés du nouveau règlement sur les dispositifs médicaux, la personne chargée de veiller au respect de la réglementation, l'identifiant unique des dispositifs, les données cliniques et la classification des dispositifs médicaux. Alors pour commencer, les points clés, les deux directives sur les dispositifs médicaux implantables actifs et sur les dispositifs médicaux vont être remplacées par le règlement sur les dispositifs médicaux. Et la directive sur les dispositifs médicaux des diagnostics in vitro sera remplacée par un règlement sur les dispositifs médicaux des diagnostics in vitro. Alors, il faut bien comprendre que des directives et des règlements, c'est complètement différent. Les règlements s'appliquent directement comme loi dans chaque pays de l'Union européenne. Un règlement n'a pas besoin de transposition en droit national. Donc, la date d'application est identique partout et le contenu est homogène dans toute l'Union européenne, puisque c'est le même texte qui est simplement traduit dans toutes les langues. Donc, vous comprenez, exit les directives et sont remplacées par des règlements. Et ça veut dire aussi que les organismes notifiés, qui étaient notifiés par rapport aux directives, bien sûr, vont devoir être renotifiés par rapport au règlement. Ça veut dire aussi que vos certificats CE qui avaient été établis par rapport aux directives, il va falloir établir de nouveaux certificats par rapport au règlement. Et bien entendu, y compris pour les produits qui ont déjà aujourd'hui des certificats CE, puisque on fait table rase de toute la réglementation antérieure, on remplace par des règlements, il faut tout refaire par rapport au règlement. Alors, quel est le calendrier? Là, à l'heure où je fais cet enregistrement, la publication n'a pas encore eu lieu au journal officiel, donc je pars sur une hypothèse que ce sera en mai 2017. 20 jours plus tard, en juin 2017, donc, le règlement entre en vigueur. Et là démarre une période transitoire de 3 ans, jusqu'en juin 2020, où le règlement est d'application obligatoire et les deux directives sur les dispositifs médicaux implantables actifs et sur les dispositifs médicaux ont disparu totalement. Alors, pour un dispositif médical qui est déjà marqué CE, à la date d'entrée en vigueur, donc, on a la possibilité de maintenir le marquage CE selon la directive, jusqu'à quand? Pendant 4 ans maximum, jusqu'en juin 2024, où il faudra absolument avoir le nouveau marquage CE pour pouvoir continuer à mettre ce produit sur le marché. Alors j'entends déjà les commentaires, juin 2024, on est en 2017, ça fait 7 ans, oh là là, j'ai largement le temps de m'en occuper, je peux m'arrêter là. Eh bien, attention, en fait, car cette période transitoire, cette extension de validité de 4 ans, en fait, c'est un leurre. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que certains produits vont changer de classe. En particulier, on va le voir, les logiciels vont quasiment tous passer, dont beaucoup sont actuellement en classe 1, vont pratiquement tous passer en classe 2A, 2B ou 3. Évidemment, s'il y a un changement de classe lié au règlement, il faut qu'en juin 2020, le produit ait le marquage CE selon le règlement, sinon il ne peut plus être mis sur le marché. Il y a aussi d'autres produits qui passent de la classe 2A à la classe 2B ou à la classe 3. Donc tous ces produits-là, eh bien, la période d'extension de 4 ans ne s'applique pas. Et puis après, vous connaissez beaucoup de produits qui ne changent pas pendant 4 ans. En fait, même si le produit ne change pas, il peut y avoir des changements de normes. Vous pouvez avoir simplement un fournisseur, un de vos fournisseurs critiques, qui va être modifié. Et dès que vous allez devoir faire une notification de changement à l'organisme notifié, immédiatement, le changement va être évalué selon
le règlement en vigueur, puisque à partir de juin 2020, la directive n'existe plus. Donc, si vous ne vous êtes pas mis en conformité avec les exigences du nouveau règlement, eh bien, votre produit ne pourra plus avoir le marquage CE. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a certaines exigences du règlement qui, de toute façon, devront être mises en œuvre dès la date d'application, c'est-à-dire dès juin 2020. Par exemple, la météo-vigilance, la surveillance après la vente, etc. Donc, en pratique, vos produits qui aujourd'hui sont déjà marqués CE, il faut viser l'obtention d'un nouveau marquage CE selon le règlement, non pas en 2024, mais plutôt en 2021. Le temps peut-être que entre juin 2020 et juin 2021, vous pouvez encore poursuivre la commercialisation sans avoir trop de changements à déclarer, etc. Et à condition bien sûr que vous ne fassiez pas l'objet d'une reclassification. Donc vous voyez que cette fameuse période transitoire de 7 ans, en réalité, c'est vraiment un leurre. Alors bien sûr, si vous avez un nouveau dispositif médical que vous souhaitez mettre sur le marché à partir de juin 2020, bien entendu, là il n'y a pas le choix, ce sera un marquage CE selon le règlement. Maintenant, quid d'un nouveau dispositif médical que vous souhaiteriez mettre sur le marché, par exemple fin 2017? Est-il pertinent de demander un marquage CE selon la directive actuelle, sachant que ce marquage CE en juin 2020, il va expirer obligatoirement, ou faut-il tout de suite chercher à obtenir le marquage CE selon le nouveau règlement? Alors là, il faut regarder ce qui se passe du côté des organismes notifiés, et ces organismes ont en pratique 2 ans et demi pour obtenir leur nouvelle désignation selon le règlement. Pourquoi? Parce qu'ils doivent attendre 6 mois après l'entrée en vigueur pour déposer leur dossier. Or, on estime qu'il faudra à peu près 1 an et demi pour que tous les organismes notifiés soient audités et obtiennent leur notification selon le nouveau règlement. Donc faites le calcul, on arrive donc en 2019. Vous voyez donc que la fenêtre de tir qui était soi-disant entre juin 2017 et 2024 pour les produits déjà marqués CE se réduit en pratique entre 2019 et 2020 pour les produits nouveaux qui arriveront sur le marché et 2019 et 2021, 2022 pour les produits déjà marqués CE. Donc une durée quand même extrêmement réduite. Et l'autre question qui se pose, c'est quels organismes notifiés? Parce qu'en parallèle, on va passer quand même d'une 60aine d'organismes à une 20aine. En effet, il faut viser les signataires du Code of Conduct, les membres de TeamNB, dont la liste se trouve sur le site teamnb.org. Pourquoi? Parce que ce code de bonne conduite qui a été rédigé par les organismes notifiés eux-mêmes a été repris pratiquement tel quel dans le futur règlement. Donc, dans le nouveau règlement. Donc, les organismes qui ne respectent pas aujourd'hui le Code of Conduct ont toutes les chances d'avoir beaucoup de difficultés à respecter les exigences du nouveau règlement. Parlons maintenant de la PCVRR, la personne chargée de veiller au respect de la réglementation. Alors, qui est concerné? Les fabricants et les mandataires doivent avoir une PCVRR au sein de leur organisation. Alors, il y a quand même une exception qui a été prévue pour les micro et petites entreprises, c'est-à-dire moins de 50 personnes, moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui peuvent ne pas disposer d'une personne chargée de veiller au respect de la réglementation au sein de leur organisation. Mais cette personne doit être disponible en permanence et sans interruption. Ce qui veut dire en pratique qu'il faut en avoir deux, sinon elle ne peut pas partir en vacances. Alors, les qualifications requises, soit un diplôme d'études supérieures, en droit, médecine, pharmacie, etc., plus 1 an d'expérience professionnelle dans les affaires réglementaires ou le système de management de la qualité concernant des dispositifs médicaux, ou 4 ans d'expérience professionnelle en affaires réglementaires ou système de management de la qualité concernant des dispositifs médicaux. Les missions: vérifier la conformité des dispositifs médicaux avant libération, s'assurer que la documentation technique et les déclarations de conformité sont établies et tenues à jour, garantir le respect des exigences post-commercialisation et le respect des obligations de météo-vigilance, et enfin établir les déclarations nécessaires en cas de dispositifs médicaux pour investigation clinique.
on voit que cette personne chargée de veiller au respect de la réglementation, c'est un petit peu l'équivalent du pharmacien responsable dans l'industrie pharmaceutique. Parlons maintenant de l'identifiant unique des dispositifs. Et avant cela, il faut comprendre que le fabricant, le mandataire et l'importateur devront se faire enregistrer dans une base de données nommée ODAMED. Que vont-ils enregistrer? Bien sûr leurs coordonnées, mais aussi les dispositifs avec leur identification, la classe, pays d'origine, les certificats CE couvrant ces dispositifs, les États membres dans lesquels les dispositifs sont mis sur le marché, et d'autres informations pour les dispositifs médicaux de classe 3. L'identifiant unique des dispositifs est composé de deux parties. Une première partie qui s'appelle l'identifiant de dispositif et un identifiant de production. Par exemple, donc avec des informations variables de type date d'expiration, numéro de lot, numéro de série, version du logiciel. Et ces deux éléments constituent l'identifiant unique des dispositifs. Vous entendez parler de UDI ou UDI, c'est le sigle anglais, Unique Device Identifier. Et il doit être apposé sur le produit et ou sur l'étiquette sous forme de code barre, data matrix plus RFID, et donc en code et en clair. Mais il y a un piège, c'est que un produit conditionné de façon unitaire aura un code UDI, mais le même produit, quand il sera conditionné par 10, aura un code UDI différent. Et si l'on met 20 boîtes de 10 dans un carton, le carton aura lui-même encore un code UDI. Alors, les différents niveaux de conditionnement vont devoir avoir chacun leur code UDI, sauf le conditionnement de le transport. La palette n'aura pas de code UDI. Enfin, pour les données cliniques, bien sûr, vous avez mis à jour vos documentations techniques par rapport au MEDDEV 271 révision 4 paru en juin 2016. Bonne nouvelle, ce document MEDDEV a été pratiquement repris dans le règlement sur les dispositifs médicaux. Il y a néanmoins quelques nouveautés. Il va falloir mettre en place un SCAC, une surveillance clinique après commercialisation. Donc je dis bien clinique, ce n'est pas la surveillance après commercialisation qui existait jusqu'à présent. Donc il va falloir établir un plan SCAC et faire un rapport avec une mise à jour au moins annuelle pour les dispositifs médicaux de classe 3 et DM implantables. Par ailleurs, il y a la fameuse Scrutiny Procedure, qui est en fait un réexamen des données cliniques par un groupe d'experts européens qui se rajoute à l'examen déjà fait par l'organisme notifié et qui va s'appliquer aux dispositifs médicaux de classe 3 et de classe 2B actifs d'administration ou de retrait de médicaments. Et enfin, il y aura un résumé des caractéristiques de sécurité et de performance clinique qui devra être disponible publiquement dans EUDAMED et qui va concerner les dispositifs médicaux de classe 3 et implantables. Et dernier point très important, pour les dispositifs médicaux de classe 3, il ne sera plus possible de constituer des données cliniques basées sur l'équivalence, sauf basées sur des modifications de ses propres dispositifs médicaux. Enfin, la classification, il y a 5 nouvelles règles de classification, plus des extensions du champ. Donc ça va concerner les nanomatériaux, les tissus d'origine humaine, les DM contenant des substances destinées à être absorbées, les dispositifs invasifs pour inhalation, les DM thérapeutiques actifs avec fonction diagnostique intégrée, etc. Et dispositifs qui vont changer de classe, par exemple de classe 1 qui vont passer en classe 2A, 2B ou 3, en particulier pratiquement tous les logiciels, et certains dispositifs de classe 2A, par exemple, qui passent en classe 3. Donc il faut aller regarder dans le détail. Enfin, il y a une extension du champ à des dispositifs sans finalité médicale, par exemple des lentilles de contact qui sont destinées uniquement à colorer les yeux sans correction visuelle, des dispositifs de modification de l'anatomie, de comblement de rides, des lasers, typiquement laser pour épilation par exemple, dispositifs à lumière pulsée et appareils de stimulation cérébrale transcrânienne. En conclusion, ne manquez pas le départ si vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation très inconfortable. Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@dm-expert.fr. Et pour être informé des futures mises en ligne des vidéos de DM Expert, abonnez-vous gratuitement au Flash de DM Expert sur le site www.dm-expert.fr. Merci pour votre attention.